Quelle chouette matinée! Rappelez-vous, en cheminant de Saint-Martin à Sainte-Cécile, cette vadrouille nous a déjà comblés. Je perçois toujours les sourires de Luc et de Maggie. Je revois encore les yeux pétillants de Christian. Des rencontres, des échanges, des mots qui nous poussent à poursuivre l'aventure. Go Stéphane! Que la nature est jolie. La pluie de ces dernières semaines offre une incroyable palette de verts. Profiter de l'instant, s'émerveiller, ne pas se poser de questions mais avancer. Avancer toujours pour découvrir ce qui se cache au bout du chemin. L'espace Gaston Chessac, eh bien, nous voici. Les latrines de Gaston Chessac. Non. Des toilettes classées monument historique, ça t'intéresse? On va les voir? On y va. Depuis quand, Karine, ces toilettes ont été classées monument historique? Depuis 1996. Et pourquoi? Eh bien parce que nous avons les peintures originales de Gaston Chessac qui s'est amusé à peindre 4 bonhommes, un sur le côté, les 3 autres se situent à l'intérieur pour nous donner l'illusion que celui-ci fait la queue, il attend son tour puisque les toilettes sont bien occupées par les autres bonhommes. Mais ce qui est génial aussi, parce qu'en fait ces toilettes, elles ont été sauvées grâce aux peintures de Chessac, et heureusement, puisqu'en fait elles sont quand même le témoignage d'une époque. Pourquoi Chessac a fait ces peintures ici? Quel est son rapport avec Sainte-Florence et cette partie-ci du territoire? Alors on raconte qu'il a peint ces bonhommes pour égayer cette petite cour d'école, puisqu'il habitait dans une école, Gaston Chessac, son épouse étant l'institutrice. C'était l'école publique, donc il y avait très peu d'élèves. La plupart des enfants étaient à l'école privée, où il y avait un enseignement religieux. Oui, c'était même mal perçu d'être enfant à l'école publique. Donc on raconte qu'il a peint ces bonhommes, même pour ajouter des élèves, puisqu'ils étaient peu nombreux. Mais moi, je pense qu'il s'est beaucoup amusé lui-même, Gaston Chessac, peignant ces drôles de bonhommes. Et puis, précédemment, il avait déjà peint des bonhommes sur l'école publique de Boulogne. Alors après, comme tu le disais, c'est vrai qu'il a marqué de son empreinte les toilettes de l'école, mais aussi le village, où il était perçu vraiment comme un original. Est-ce que sa présence est encore bien ancrée dans la vie du bourg de Sainte-Florence aujourd'hui? Oui, je trouve énormément même, puisque aujourd'hui on a l'espace Chessac, donc ça déjà c'est vrai que ça perpétue l'âme du lieu. Et puis les Florentins qui l'ont connu enfant nous racontent tout un tas d'anecdotes où Chessac réalisait des farces. Un exemple, il imitait le cri de la chouette derrière les buissons pour étonner les passants, puisqu'il était assez critiqué à Sainte-Florence, mais lui, même s'il avait des amis, mais c'était peut-être une manière pour lui de se sortir un petit peu de ces critiques-là, en forçant un petit peu le trait, justement. Et je pense que même en tant qu'artiste, il avait certainement cette petite dimension originale, particulière, qui fait aussi toute la beauté de Chessac. Donc là, finalement, au XXe siècle, on est aussi ici dans la cour d'une école. Oui. Une école qui a été reprise donc, pour être transformée en espace Gaston Chessac. À partir de quand, ça, Karine? Alors, le début du projet date de 2003.
Grâce au monument historique, c'est un élément obligatoire pour créer une scénographie que la mairie a commandée en 2003 et qui a été réalisée par un scénographe, Xavier de Richemont. Cette scénographie qui est énorme, originale, pour plonger dans l'univers de Chessac, de manière poétique, scénographique, et qui se trouve dans l'ancienne salle de classe de Madame Chessac. C'est génial. Tu acceptes de nous la faire découvrir? Oui. Avant dessus alors. Donc c'est par ici. Donc nous voici dans l'ancienne salle de classe où aujourd'hui, on a cette boîte à sucre bleue géante que l'on découvre pour voyager dans l'univers de Chessac. Et on y rentre par cette porte. Ouais. Donc c'est une porte de placard qui est une reproduction du scénographe, de l'original de Chessac qui est conservé au musée de l'abbaye de Sainte-Croix au Sable. On peut ouvrir la porte, Karine? Donc on peut l'ouvrir et c'est vraiment une métaphore que l'on plonge dans l'univers, dans l'art de Chessac par cette porte qui est donc la penderie de Chessac. En passant par cette armoire, c'est comme si nous étions dans la maison de Chessac, dans ces années 1950. On poursuit dans le Palais des Glaces. D'accord. On a vraiment un effet de contraste de lumière. C'est génial. Puisqu'on passe de l'ombre du placard à cette magnificence du Palais des Glaces. Génial. C'est comme si nous étions dans une œuvre de Chessac ou du moins dans son imaginaire d'artiste, puisque au plafond, on retrouve ces beaux aplats de couleurs. La palette du peintre, grâce à ces néons colorés. Les miroirs semblent brisés, mais ça illustre plutôt les cernes noires dont Chessac entourait ces couleurs, ce trait noir. Et puis on peut parler de cloisonné ici, comme dans l'art de Chessac. Les gens doivent être émerveillés quand ils rentrent ici. Oui. Dans cet espace, c'est génial. Très surpris, oui. Et les enfants émerveillés, oui. Il y a cet effet de surprise qui est recherché ici, et qui est très visuel. C'est d'ailleurs le Palais des Glaces qui reste dans les souvenirs des visiteurs et des enfants. Donc là, un portrait de l'artiste, c'est ça, Karine? Oui, les portraits de l'artiste ici déchirés, c'est fait exprès pour nous rappeler son travail de collage, puisque Chessac réalisait des beaux bonhommes en papier déchirés, des papiers qu'il récupérait. Donc des photos de Gilles Herman et de Robert Doisneau, qu'on a la chance aussi d'avoir. C'est une chance, effectivement. On continue? Oui. Puis on arrive dans le bourg de Sainte-Florence, puisque là, c'est le passage des bouses de vache. C'est Chessac dessiné autour des bouses de vache aussi. C'est pour l'anecdote. Tu m'étonnes qu'il devait être pris pour un original quand même. Voilà, pas étonnant qu'il soit pris pour un original. Et puis lui, il devait aussi s'en amuser. Ma question maintenant, elle est toute simple, c'est comment toi, Karine, tu es arrivée à Espace Gaston Chessac? Eh bien, j'ai suivi une formation de guide touristique. Je devais réaliser un stage de 2 mois. Je l'ai fait à l'Espace Chessac. Et depuis, je suis restée. Ce qui expliquerait cette formation donc, que tu as eue à Saint-Laurent-sur-Sèvre, c'est que peut-être qu'au bout d'un moment, toi, tu avais envie de transmettre et de partager ton savoir avec le grand public. Est-ce que c'était ça? C'est vrai que son public, il n'y aurait pas le côté relationnel et donc ce serait peut-être moins vivant, moins intéressant. Complètement. Et puis en fait, ça nous fait revenir à l'essence même de ce mot médiateur. Voilà, on dit médiateur culturel, mais médiateur au sens large, ça va vraiment être de transmettre quelque chose, de faire passer quelque chose. Oui. C'est la base de ton métier, c'est les rencontres et les beaux échanges. Oui. Mais en tout cas, notre rencontre, elle nous a fait bien plaisir aujourd'hui. J'ai une dernière chose à te demander, Karine. Est-ce que tu accepterais qu'on retourne vers le monument historique et qu'on fasse ensemble une photo de notre rencontre? Oui, avec plaisir. Oui. Comme la photo de Doisneau. Pareil. Ce sera la photo de Stéphane.
On va même les peintures. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Karine. Je fais un bisou. Je te souhaite un bel été. Oui, une belle toi aussi, saison. Marion. Et puis à Merci. bientôt. Oui, ça m'a fait très plaisir. Bisous. Appréciez toute la générosité d'un sourire. Pas besoin de parler, un simple geste et un regard bienveillant peuvent nous offrir la meilleure des découvertes. Merci Karine, merci de nous avoir transmis une tranche de vie. Celle de chez SAC bien sûr, mais surtout la tienne. Ton parcours, le pourquoi du comment tu es ici, tout un récit qui t'appartient. Nous te souhaitons bien évidemment le meilleur. Bise. Au départ du bourg de Sainte-Florence, nous avons découvert un sentier de randonnée qui nous conduit doucement jusqu'à une forêt domaniale. Le saviez-vous ? Il s'agit d'un vaste espace forestier de plus de 350 hectares, essentiellement composé de chênes, de pins et de châtaigniers, ainsi que de jolies pépites telles qu'un hêtre centenaire. Un arbre magique ? Soyons curieux. On y va ? Robin, toi, tu viens souvent te promener en forêt ? Oui, dès que je peux et dès que j'ai besoin aussi. Quand je sors de grosses sessions d'atelier, c'est vrai que j'ai souvent besoin de m'aérer un peu pour plein de raisons. Déjà pour sortir, ça fait du bien, mais souvent, même dans le processus créatif, on a besoin de s'évacuer un peu pour recharger les trucs, quoi. Justement, quel est ton métier ? Je suis tourneur sur bois. Alors, qu'est-ce qu'un tourneur sur bois ? L'explication la plus basique, la plus laconique, c'est quelqu'un qui se sert d'une machine pour faire tourner des morceaux de bois et leur donner une forme, celle qu'il souhaite. Voilà. Tout morceau de bois confondu. Ouais, c'est le luxe du tourneur sur bois, c'est qu'on peut prendre n'importe quel bout de bois qu'il y a de n'importe quelle taille, la moindre chute est utilisable en tournage. Alors maintenant, je comprends pourquoi tu as besoin de venir en forêt. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que quand on voit un hêtre comme celui qui est derrière, j'imagine que pour toi, cet arbre est source d'inspiration. Ouais, depuis que je suis, je pense, tout gamin, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Les arbres et les vieux arbres encore plus parce qu'ils ont cette stature qui est vraiment très très imposante. Celui-là, il en témoigne très très bien. Robin, tu as toujours voulu être tourneur ? Non. Mon premier métier, enfin le premier métier dont je me souviens et dont mes parents m'ont toujours dit que c'est ce que je disais vouloir faire plus tard, c'était ornithologue. Donc spécialiste des oiseaux. Toujours nature. Et c'est un métier que j'ai exercé avant d'en arriver à tout ça. Là. Tu étais ornithologue ? Ouais, j'ai été technicien sur des réserves naturelles en Bretagne. Et du coup, il y avait une petite partie de mon boulot qui était justement de faire du suivi sur les oiseaux. Et à partir de quand, en fait, tu t'es dit, tiens, je veux passer un cap, je veux changer ? Et du coup, le changement s'est fait en 2020. 2020, Covid. Pas très original, mais en fait, c'est un peu la respiration qui m'a permis de réfléchir à ce que je pourrais faire autre dans ma carrière. Et puis, j'ai commencé aussi à voir ma vie comme une série d'essais, en fait, de tests, d'essayer plein de choses différentes aussi pour ajouter des cordes à mon arc, finalement. Et donc, je me suis acheté un petit four à bois à ce moment-là, et j'ai commencé comme ça. Robin, donc on t'a laissé en 2020, tu viens d'acheter ta première machine. Oui. Et la suite ? La suite, c'est que je fais mes premiers copeaux. Je casse mes premières pièces, parce que ça fait partie du cycle d'apprentissage incontournable. Quel choix de bois à ce moment-là ? Quel choix de bois ? Eh ben, alors, très vite, j'essaye justement de glaner des choses à droite, à gauche. Et puis en ayant une démarche aussi de valorisation de bois, je ne vais pas acheter du bois qui vient de loin. L'idée, c'est de travailler des choses que je trouve localement, en fait, pour rester aussi
cohérent avec moi-même sur tout le reste, parce qu'on ne passe pas d'ornithologue à tourneur sur bois en laissant tous ces principes sur le côté, c'est pas possible. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là aussi, tu as envie de faire des rencontres? Oui, parce que quand on est dans ces métiers-là, on est souvent tout seul voilà, dans son atelier, on crée des choses et tout ça. C'est très très prenant et c'est une espèce d'état un peu méditatif dans lequel on peut se retrouver. Mais en fait, on se rend assez vite compte qu'on a besoin aussi d'échanger voilà, tout ce qu'on découvre avec d'autres pour partager, pour trouver des manières de faire différentes, etc. Et c'est aussi ça qui m'a poussé justement à aller me former à droite à gauche assez rapidement finalement, après avoir commencé à faire mes premiers copeaux, quoi. Aujourd'hui, Robin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu as ton entreprise. Ouais, un peu particulière d'ailleurs. Mais justement, nous on aime tout ce qui est particulier. Ouais, ok, très bien. C'est en fait dans la démarche de créer justement une entreprise, c'est souvent quelque chose aujourd'hui qui est très solitaire. Où on se retrouve aussi tout seul face à beaucoup de problématiques et beaucoup de problèmes qui peuvent même donner fin à une aventure qui aurait pu continuer, je trouve. Enfin, souvent, j'entends beaucoup d'histoires aussi comme ça. Et moi, du coup, j'ai fait un choix un peu différent parce que je suis dans une coopérative d'activités qui héberge mon activité, en fait, et qui en héberge plein d'autres de plein de types différents. Tu couples apprendre à échanger, en fait, grâce à cette coopérative. Et puis ça enlève une énorme charge aussi en termes de poids, de charge mentale, je pense, parce que ce qu'on oublie souvent quand on lance une activité, c'est qu'on a son métier de tourneur, par exemple, mais il faut en apprendre presque 4 autres à côté. Il y a un parcours qui est semé souvent des mêmes embûches. Bien sûr. Donc c'est bien de pouvoir avoir quelqu'un qui te dit hey, attention, celle-là, je sais comment on fait pour l'éviter et gagner un peu de temps. C'est rassurant. Voilà. Et aujourd'hui, Robin, ton activité se consacre à quoi? Je suis sur de la création et de la création pure et dure de vaisselle. D'accord. C'est souvent un débat dans le tournage sur bois de savoir si on fait de l'utilitaire ou pas, ou du purement décoratif, artistique et tout ça. C'est un débat qui n'est pas forcément d'ailleurs toujours très utile parce qu'en vérité, je pense qu'on peut allier les deux et c'est un plaisir justement de le faire aussi. Et qui te fournit ce bois aujourd'hui? Je travaille localement. Globalement, tout ce que je travaille, ça vient au maximum des 40 km à la ronde. Je suis souvent contacté par des particuliers qui ont un arbre chez eux auquel ils tiennent. Ça, c'est génial. Mais qui ne veulent pas mettre dans la cheminée. Bah oui. Mais qu'ils n'ont pas le choix que soit d'abattre, soit il est déjà tombé tout seul et puis voilà. Donc là, tu rentres clairement au cœur d'une histoire. Oui. Voilà. Et là, il y a une histoire et c'est très appréciable aussi justement de valoriser une matière quand il y a aussi cette démarche-là des gens aujourd'hui. Est-ce que tu accepterais, Robin, de nous montrer quelques exemples d'objets, de beaux objets que tu réalises? J'ai ramené quelques petites choses. On va essayer de trouver un endroit au sec. Cette forêt de Sainte-Florence nous apporte plein de surprises. Des chemins magnifiques, un hêtre remarquable, puis un tourneur sur bois. Connaissiez-vous ce joli métier? La modestie et l'humilité de cet artisan nous touchent. En l'écoutant parler, on comprend immédiatement qu'il est un amoureux du vivant, un passionné qui a à cœur de transmettre le bois, cette ressource incroyable qu'on a quelque peu oubliée. Aujourd'hui, Robin crée. Il travaille et façonne cette matière pour la sublimer. Il lui apporte une nouvelle vie pour offrir un objet qui a du sens. Mais quel peut être le résultat de ce long cheminement? On poursuit. Alors... Il y a quelques pièces cachées dans le sac à dos. Oui. Sur ce beau tas de châtaignier. C'est un châtaignier. Ouais. Il est beau celui-ci. Non, regarde, Oui, il est juste derrière. typiquement un bel exemple d'arbre de casse, parce qu'il est tombé tout seul celui-là. Alors j'ai ramené plusieurs choses. J'ai ramené cette première pièce qui est une assiette. Qui est une assiette en hêtre. Donc même bois que ce majestueux hêtre qu'on a vu au début en arrivant. Et puis celui-ci c'est un hêtre qui est un peu particulier parce qu'il a des flammes, des reflets, il est assez marqué, donc il donne vraiment quelque chose d'esthétique qui est ça, on est sur un objet de décoration. Non, alors on peut l'utiliser. Ouais.
Ouais. Et ça n'abîmera pas du tout. Non, alors forcément, si on utilise un couteau, ça va faire des petites traces et des choses comme ça. Ouais. Le bois, c'est des fibres, alors du coup, elles ont toujours tendance à se refermer un peu. Hein. C'est rare que quand on utilise une planche à découper en bois, on soit encore capable de voir la première trace qu'on ait faite dessus au tout début. Donc c'est le côté un peu souple des fibres du bois qui permet aussi d'avoir des choses qui se referment avec le temps. Voilà, et puis j'aime bien jouer avec les défauts. C'est-à-dire que qui ne sont pas des défauts à ce moment-là. Ouais, exactement. Merci, enfin. Parce que dans le monde du tournage sur bois, c'est vrai qu'on aime bien les bois qui ont des défauts. Bien sûr. Parce que justement, c'est ce qui donne aussi du charme et un caractère à une pièce. C'est les défauts qu'on peut avoir dedans. Et là, il y avait une petite fente qui était déjà là avant que je commence la pièce. Et du coup, pour éviter qu'elle soit trop remarquable, je l'ai rendue encore plus visible. En mettant ces petites agrafes en cuivre là pour lui éviter en fait juste de travailler trop régulièrement, donc ça va tenir la pièce et puis ça donne un côté esthétique aussi qui va bien avec ce bleu là un peu pâle. Et donc ça c'est quelque chose qu'on fait avec du bois qui est déjà sec, parce que ce que je voulais vous montrer et qui fait partie du tournage sur bois et qui rend les choses encore plus complexes et magnifiques, c'est qu'en tournage sur bois je pourrais travailler ces bouts de bois là. Je pourrais travailler du bois qui vient d'être fraîchement abattu. Et la beauté et la magie de ça, c'est que... C'est la hotte du Père Noël. Ouais. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ce saladier, quand je l'ai tourné sur mon tour, il était parfaitement rond et parfaitement circulaire. Vraiment ? Et en séchant, il se déforme. Et du coup, il prend des formes qui sont complètement... Enfin, pas complètement aléatoires, mais presque. Tu le laisses faire, quoi. Et ouais, et c'est un truc que j'adore. Et il a mis combien de temps pour atteindre cette forme ? Celui-là, je l'ai fait il y a 2 mois. Il peut encore évoluer ? Non, là ça y est, il est stabilisé. En fait, je le sais parce que je le pèse quasiment tous les jours. D'accord. Et du coup, je sais la proportion d'eau qu'il va perdre. Et là, maintenant, il est à un poids, il ne change plus. Donc ça veut dire qu'il est arrivé à son état de stabilité. En fait, un bois est rarement vraiment sec. On parle souvent de bois sec par abus de langage, mais le bois, il s'harmonise avec le taux d'humidité qu'il va y avoir autour de lui. Et du coup, lui, là, il est arrivé à un taux d'humidité qui est celui qu'on trouve dans une maison. Il est magnifique. Mais ouais, c'est assez incroyable. Ouais. Et c'est quelque chose qu'on ne peut pas anticiper réellement, quoi. Et c'est ce qui fait toute la magie aussi de cette discipline. Ouais. C'est qu'on a nous-mêmes une petite surprise. Et alors, ce qui est toujours aussi, mais ça fait partie du jeu, hein, c'est que des fois, on a des pièces qui vont s'ouvrir en deux quand elles sèchent, quoi. Tu dois nous faire des tas de magnifiques. J'essaye. Après, les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Mais j'ai retenu une leçon qu'on m'avait dit justement quand je suis allé me former. Garde tes premières pièces, parce qu'après, tu auras du mal à garder les autres. Donc j'ai fait ça, donc j'ai quand même un stock. T'acceptes la photo, Robin ? J'accepte avec plaisir. Merci. Près de ce beau... cette belle souche de châtaignier. Hop. Tu vas venir. On va attendre que ça se développe. Robin. Petit cadeau de notre rencontre, en tout cas. Bon courage pour la suite. Je te fais un bisou. Et puis à bientôt, j'espère. À bientôt. Bisous. Même si ces deux talents réunissent savoir-faire, créativité et passion, l'artisan est avant tout le gardien d'un patrimoine immatériel. Celui des techniques, celui des connaissances, tant de valeurs qui se transmettent du maître à l'apprenti de génération en génération. Comme nous l'avons vu, chaque pièce, assiette ou bol raconte une histoire, celle d'un savoir-faire qui défie le temps et qui répond surtout aux besoins quotidiens en offrant une véritable touche d'authenticité. Robin est bien de ceux qui travaillent avec respect et précision le bois, une matière issue de la nature, cette nature qui a si bien su le guider. Mille merci pour cet échange. Merci pour ton talent. À bientôt. Espérons surtout pouvoir passer un jour par l'atelier. Go Stéphane, poursuivons le sentier. Où débouchera-t-il ?